Hello à tous, vidéo différente aujourd'hui parce qu'on m'a envoyé un clip de Pierre Ninet qui parle de santé mentale. Alors je pense que c'est une vidéo promotionnelle, enfin une interview promotionnelle pour son film Gourou, un film que je n'ai pas vu donc je ne vais pas du tout parler de Gourou, mais dans la vidéo Pierre Ninet parle de santé mentale, il critique les limites du développement personnel, il critique plusieurs injonctions qu'on voit beaucoup dans le dev perso et je ne sais pas comment on peut appeler ça, tous les livres de bien-être, de croissance personnelle, tous ces trucs-là. Je me suis dit que ça serait super intéressant de la regarder avec vous et de la commenter en direct et de voir ce qu'on en pense. Donc je vais la jouer et je ferai pause à chaque fois que j'ai un commentaire à faire. On est en train de vivre en ce moment, notamment à travers les réseaux sociaux et les coachs et tout, c'est la volonté de simplifier tout, alors d'aller plus vite et tout, x2, x3, les notes vocales, les vidéos et tout, mais aussi de simplifier, de dénuancer le réel. Or, le réel est par définition extrêmement nuancé. Ouais. Et plus on le dénuance, plus d'une certaine manière on l'extrémise et plus on se rapproche, on pourra parler de système politique, du néofascisme, du fascisme, parce qu'en fait on replonge dans ce que des gens ont très bien défini, 1984, George Orwell, en fait le langage est d'un coup, tout le sens du langage, tout le sens des mots, tout le sens de la nuance est aspiré. Et d'un coup, voilà. Et ce que font les coachs, c'est ils disent, d'une certaine manière, pas tous, parce que le but n'était pas de faire un film à charge de tous les coachs. Encore une fois, moi j'en suis, il y en a qui sont super et qui accompagnent très bien les gens, c'est important de le dire. Mais il y a plein, les coachs sont perçus aujourd'hui comme justement des simplificateurs, quoi. Ils te donnent des modes d'emploi d'un monde qui te met en échec, qui te met en perte et qui te met ta santé mentale en péril. Et eux, ils te disent, je vais vous donner des clés, je vais vous donner un truc simple. Et c'est cette simplification, encore une fois, sans doute trop simpliste souvent, qui attire les gens, je pense. Ça, c'est intéressant. J'en parlais dans ma dernière vidéo, notamment oui, avec les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, les Reels. C'est des vidéos qui durent 1 à 2 minutes. Et c'est vrai que le cerveau adore avoir des quick wins, des apprentissages rapides, des choses qui paraissent faire du sens en quelques mots pour se rassurer. Et c'est vrai que donc sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de vidéos comme ça qui dénuancent complètement le réel, où on va te donner des conseils qui sont peut-être pas du tout adaptés à toi. Je vais prendre des exemples. Si tu veux avoir une journée parfaite, le classique, c'est la morning routine où tu dois te lever à 5 heures du matin, boire ton jus d'orange, ensuite lire, écrire, faire toutes ces choses-là. Alors que ça peut être bien pour les personnes qui sont très matinales, mais ça peut être extrêmement mauvais pour les personnes qui ne sont pas du tout matinales. On a chacun des chronotypes, je crois que ça s'appelle. Donc il y a des gens qui, en fait, génétiquement, sont pas faits pour se lever à 5 heures du matin. Et ça serait même pas du tout productif pour eux de se lever à 5 heures du matin. Et je pense que c'est ça que Pierre Ninet essaye de dire, c'est que en voulant donner des conseils très simplistes, très rapides, des modes d'emploi applicables à tout le monde, on oublie de donner plein de nuances, plein de détails qui sont super importants, parce que les gens peuvent d'un coup apprendre quelque chose ou ils peuvent croire qu'ils ont appris quelque chose qui s'applique à eux, sauf qu'en fait, y a un truc dans leur organisme où il y a quelque chose qui fait qu'en fait, ça peut pas du tout s'appliquer à eux. Autre chose, dans la santé mentale, moi par exemple j'ai un trouble anxieux généralisé, donc aller faire du vipassana et ne pas parler, méditer pendant 2 semaines d'affilée, c'est une mode là, le vipassana. Je dis pas que la méditation n'a pas de bienfaits, la méditation c'est prouvé, elle a des bienfaits, mais peut-être pour quelqu'un qui a un trouble anxieux généralisé, c'est pas trop la première étape à faire, parce que ne pas parler et méditer pendant de longues périodes, de longues journées, ça va faire parler ta voix dans ta tête, tu vas commencer à beaucoup te parler et tu peux faire des crises de panique ou être vraiment mal. Encore une fois, j'en sais rien, je suis pas psychologue. C'est là où je pense que c'est important de nuancer le réel et ça dépend vraiment de chacun. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime pas trop le mot développement personnel, comme s'il fallait se développer, comme s'il y avait un moi meilleur, mais je préfère l'expression de gestion de soi, gestion de ses émotions. On devrait plutôt parler de ça avec des nuances, plutôt que dire faut que tu tentes vers le meilleur, et pour tendre vers le meilleur, faut que tu appliques la règle 1, 2 et 3, ce qui est, je pense, très stressant. On va voir la Il y suite. a une autre dimension, moi je trouve, dans le coaching, c'est le côté individuel, c'est-à-dire qu'en fait c'est le quand on veut, on peut. Ouais. Et que si vous pouvez pas, c'est que vous voulez pas assez fort. Ouais. Et c'est un peu la négation du collectif, quoi. Complètement. Ça, sur le quand on veut, on peut, c'est une énorme connerie. Ça oublie complètement tous les éléments structurels de la société. Déjà, un premier truc, quand on veut, on peut, et toutes ces choses-là. Moi, par exemple, j'ai fait un burn-out. C'est pas juste parce que j'ai pas assez voulu ne pas en faire un. Le burn-out, là, j'ai regardé les chiffres. 82% des travailleurs dans l'Occident sont en burn-out. 82%. Vous pouvez vérifier les chiffres si vous voulez sur Internet. Une personne sur 8 a un trouble mental. Et l'anxiété chez les jeunes, je me considère encore jeune, est en hausse de 50%
sur 30 ans. Donc il y a un vrai problème. Je veux dire, c'est pas juste quelqu'un qui veut pas et donc qui peut pas, c'est que c'est un problème systémique. Il y a un énorme problème de l'anxiété chez les jeunes et pas que chez les jeunes. Et la réponse du développement personnel, en effet, c'est tu médites davantage, optimise ta routine, travaille sur ton mindset. On individualise beaucoup les problèmes de chacun. Mais si autant de gens s'effondrent en même temps, s'il y a un problème autant systémique, c'est que le problème n'est peut-être pas individuel et le problème est à l'échelle de la société. Il faudrait peut-être dépenser plus d'efforts à essayer de changer ces systèmes, ces rouages de la société qui mènent au burn-out et qui mènent à l'anxiété. Par exemple, des semaines qui débordent sur les week-ends où tu te retrouves à travailler le dimanche, une culture qui valorise les signes d'engagement, les signes d'épuisement. Par exemple, on est très fier de dire « Ah non, mais I'm so busy today, je suis trop occupé aujourd'hui, j'ai pas le temps, j'ai plein de réunions ». C'est ultra valorisé, même moi dans mon entreprise, c'est valorisé de travailler pendant ses vacances. On en est à ce point-là, c'est prendre ton ordinateur et dire putain, je suis tellement occupé que moi je dois travailler. Ça, tout ça, c'est valorisé, des salaires qui augmentent pas autant que le coût de la vie pour la plupart des gens, une pression de la performance qui est constante. Encore une fois, je prends l'axe moi d'Amérique du Nord, là où je vis, mais on voit beaucoup de licenciements massifs dans la tech ces derniers jours. Je crois que l'année 2026 est déjà un record sur les 6 dernières années. Donc, on veut performer encore plus, on te pousse à performer encore plus pour augmenter les profits et il y a ce risque de licenciement massif qui est à côté de toi. Et tout ça, c'est en plus, il y a une boîte d'écho sont les réseaux sociaux qui continuent de te dire, faut que tu fasses ton maximum, faut que tu aies des projets sur le côté, des side projects. Donc ça, c'est des problèmes systémiques et donc leur donner une réponse individuelle, donc un meilleur mindset, une meilleure routine, c'est un peu donner de l'aspirine à quelqu'un qui a une jambe cassée. C'est un peu absurde. Ça soulage peut-être, mais ça règle rien. Et encore pire, je trouve que les livres qui mettent beaucoup en charge l'individu de résoudre ses problèmes de bien-être, c'est ultra stressant. Par exemple, encore une fois, moi, ce trouble anxieux généralisé, je veux dire, j'ai pas eu le choix de l'avoir. Et je lisais, il y a longtemps, moi, j'ai commencé à lire des livres de dev perso à l'époque, qui me disaient moi, ce qui m'avait marqué, c'était de me lever à 5 heures du matin. C'était impossible. Je me disais, je suis pas capable de faire ça. Moi, je dors 10 heures par nuit et le matin, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Et donc, je m'en voulais beaucoup. Je me disais, putain, mais ces injonctions à la réussite, ces injonctions à être une meilleure version de moi-même, ça me stresse de ouf, parce que j'y arrive pas. J'arrive pas à faire tout ce qui est dit. Est-ce que je suis nul? Est-ce que je suis pas bon? Je me remettais beaucoup en doute. Et c'est ça qui m'a peu à peu fait réfléchir sur ces problèmes-là et sur ces livres de dev perso. Je pense pas qu'une golden routine va me sauver du burn-out. Ça m'a juste permis de mieux me critiquer moi-même. On va continuer à voir la vidéo. Bonne remarque, enfin, je trouve ça vraiment passionnant l'idée qu'effectivement dans le développement personnel, à sa racine, il y a l'idée de mieux se connaître soi-même depuis Aristote et voilà, on a commencé à se dire c'est une vertu de se connaître bien. Puis ça a dérivé peu à peu avec le capitalisme à revenir à un individualisme. Donc maintenant les coachs en développement personnel vous disent effectivement si tu veux tu peux, ce que tu veux c'est ce que tu es. Ça c'est ce que dit mon personnage, coach Matt. Et effectivement il y a l'idée quand même d'une positivité assez toxique. En fait, on remet la responsabilité sur les gens. C'est-à-dire, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que on n'a jamais autant parlé de santé mentale qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment génial. Mais il y a quand même une ambiguïté là-dedans. C'est que maintenant, notre santé mentale, elle est devenue la variable d'ajustement d'une société qui, elle, est malade. Ouais. On est dans une société qui nous demande de la performance, qui est en comparaison non-stop avec les autres, jusqu'au bout du monde, parce que les réseaux sociaux, la mondialisation de tout, on sait le taux d'anxiété qui grimpe chez les jeunes. Et pour autant, on te dit, mais maintenant, comment tu vas? On va pas changer ce monde vraiment. Mais toi, comment tu vas faire pour que ton cerveau malade, entre guillemets, aille mieux? Parce que t'es malade. Mais en fait, il y a un problème contextuel, possiblement. Et là, les coachs, il y en a plein, pas tous, encore une fois, mais il y en a plein qui te disent, effectivement, si tu veux, tu vas pouvoir te sortir de cette anxiété. Si tu veux, tu vas pouvoir te sortir de tes problèmes. Et évidemment qu'il y a quelque chose de toxique à se dire qu'il n'y a pas de déterminisme, que là d'où tu viens socialement, bah, ça joue pas. Si tu veux, tu peux. En fait, il y a plein de déterminisme. Et il y a le contexte du monde qui est un peu stressant, on va dire. Ouais, bah là, j'en parle beaucoup aussi dans mes vidéos. Le tu veux, tu peux et le déterminisme social. Enfin, quand on dit tu veux, tu peux, on met complètement de côté le déterminisme social. J'ai prévu des chiffres là assez fous sur la méritocratie. Donc, il y a un philosophe américain qui s'appelle Michael Sandel qui a fait un livre qui s'appelle La tyrannie du mérite, que je recommande fortement. Et il dit ce chiffre, seulement 5% des enfants nés dans les 20% les plus pauvres aux États-Unis
atteignent les 20% les plus riches. Seulement 5% des enfants nés dans les 20% les plus pauvres, donc seulement 5% des enfants les plus pauvres aux États-Unis atteignent les 20% les plus riches. Pourtant, 70% des Américains croient qu'on peut s'en sortir par soi-même. Le rêve américain, qui est le tu veux, tu peux, est complètement faux. Statistiquement, c'est prouvé, c'est faux. Donc l'idée que chacun mérite ce qu'il obtient, ça génère beaucoup de choses toxiques. Premièrement, de l'arrogance de ceux qui réussissent, parce qu'ils disent, moi je me suis débrouillé, moi je me suis levé le matin, moi j'ai construit cet empire, moi j'ai construit ma réussite. Et en même temps, ça envoie de la honte à ceux qui échouent. Parce que ceux qui échouent sont convaincus que c'est entièrement de leur faute. Et encore une fois, on oublie tout le côté systémique, tout le problème systémique lié à l'ascenseur social qui existe, mais qui est très lent, et qui est encore plus lent aux États-Unis qu'il l'est ailleurs d'ailleurs. Donc le dev perso, c'est la version individuelle de cette illusion du mérite. Il te dit que si tu appliques les bonnes habitudes, tu peux tout accomplir. Si tu veux vraiment, tu peux tout accomplir. Ce qui implique que si tu n'accomplis pas tout, c'est de ta faute. Tu n'as pas appliqué les bonnes habitudes. C'est ton problème. Donc encore une fois, ça met de côté ça te met de côté le fait que tu n'es peut-être pas dans le bon pays. Encore une fois, aux États-Unis, la méritocratie est beaucoup plus difficile qu'au Canada, là où je vis. Donc si tu es né au Canada, tu as un peu plus de chances de monter dans les classes sociales qu'aux États-Unis. C'est pas une question d'individu, c'est juste la société qui est façonnée de cette manière. Donc pour moi, dire tout ça, c'est pas de l'aide, c'est vraiment de la culpabilisation déguisée en discours motivationnel. Voilà. Je peux encore parler longtemps de ce sujet. Le tu veux, tu peux. Ça me rend fou parce que ce tu veux, tu peux, et ce fait qu'on individualise les problèmes, ça met vraiment tellement, je me répète, mais ça met vraiment de côté tous les éléments environnementaux, les événements, les facteurs socio-économiques, les facteurs génétiques, toutes ces choses-là qui font qu'il y a des gens qui ont juste pas de cul du tout. Ils sont nés dans la mauvaise famille, dans le mauvais pays. Va pas leur dire quand tu veux, tu peux, alors que tu es né dans la pauvreté extrême, dans un pays où tu as un passeport qui te permet même pas de sortir de chez toi. Euh, Ça, c'est une injustice de ouf. Il y a des gens qui naissent en Somalie et ils ont un passeport qui sert à rien, parce qu'ils peuvent quasiment pas sortir de chez eux. Et à côté de ça, tu as des gens qui sont nés en France et qui peuvent voyager, qui peuvent rencontrer de nouvelles personnes, qui peuvent se permettre tout ça. Et même au sein même d'un pays, donc France, Canada, il y a des gens qui sont nés en banlieue, dans des banlieues plus pauvres, qui sont nés dans des zones d'éducation prioritaire, qui ont rencontré des personnes aussi pauvres, alors qu'il y en a d'autres qui ont eu la chance de grandir en ville, par exemple à Paris, où ils ont pu aller à l'école avec d'autres personnes qui ont un peu de l'argent, ils ont pu se faire des amis qui, peut-être, eux, quand ils veulent, ils peuvent, parce qu'ils ont beaucoup plus d'outils à leur disposition et beaucoup plus, un plus gros bagage à la base. D'ailleurs, il y a un livre de Van Rieler. Globalement, les travaux de Van Rieler, qui est un psychologue clinicien, sont assez intéressantes. Et il dit que on devrait toujours expliquer les comportements de façon mixte, environnementaux et personnels. Les personnels, c'est souvent lié à l'environnement et à la génétique. Donc même quand on analyse les raisons personnelles d'un échec, souvent l'environnemental a impacté le personnel et la génétique. Donc c'est jamais vraiment des raisons très très personnelles. Et le dev perso, ou les recommandations les livres de motivation, les films, les vidéos de motivation qui durent 2 minutes sur TikTok, elles suppriment systématiquement la partie environnementale. Tout devient ta responsabilité. Tu deviens ton échec. Alors je dis pas qu'il faut pas travailler sur soi, je dis pas qu'il faut pas apprendre à gérer ses émotions. Il faut bien évidemment le faire si vous avez des problèmes psychologiques et si ça devient très difficile de gérer votre anxiété au quotidien. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus avoir des injonctions à être toujours meilleur, des injonctions à toujours être plus productif, des injonctions à faire tous ces trucs que les livres de motivation vous disent de faire, et qu'il faut peut-être être un peu plus rationnel, voir des experts et des expertes sur le sujet, notamment des psychologues, psychiatres, qui sont là pour ça, qui sont là pour nous aider à gérer notre anxiété, et traiter l'anxiété et traiter ces problèmes-là comme on traite une maladie. Traiter ça avec des experts et des expertes du sujet. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, c'est très différent de ce que je fais d'habitude, on verra si ça marche. Si vous ne me connaissez pas, moi je suis Monsieur Carabistouille, je suis en arrêt de travail depuis mi-février, ça fait déjà 3 mois, ça va vraiment très vite. Arrêt de travail pour burn-out, épuisement professionnel, c'était vraiment difficile pour moi, donc je me suis dit que j'allais faire des vidéos YouTube tous les jours pour parler de santé mentale, pour parler de mon expérience, pour raconter mon quotidien,
Je ne suis pas du tout un expert de la santé mentale, je suis juste quelqu'un qui la vit. Donc ne prenez pas non plus mes conseils pour des réalités, mais j'espère que mon travail et ce que je partage avec vous peut éveiller des consciences, peut vous rassurer, peut vous mettre sur la bonne route. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.